Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, ça va Philippe David? Très bien, et vous Cécile? Oui, bonsoir à tous et à toutes, on est ravis de vous accueillir comme tous les jours de 18h à 20h avec autour de cette table, bien entendu Philippe David, mais aussi Françoise de Gois. Bonsoir. Aujourd'hui dans votre ville. Vous pensez qu'on peut parler comme ça pendant 2 heures? Bonsoir. D'accord, pas d'accord. Ce soir dans votre ville, le grand cirque de Cécile de Ménibus avec les clowns là. Sympa, Philippe David. Je vois bien en clown. Jean Dorido, spectacle. Bonsoir Jean. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Pour les petits et les grands, il y en aura pour tout le monde ce soir à ne pas louper. Bon, bah attendez, là il y a du boulot quand même, il y a du travail au niveau je pense qu'il y a du savoir-faire là. Je pense qu'il y a du vécu. Merci de me souligner. Exactement. Ouais, bon, ok. Exactement. Avec à la réalisation Max qui est avec nous, Maxime, et puis Aude au standard 0826 300. C'est marrant. D'un seul coup, l'image qui me vient de vous, dompteuse. Sinon j'arriverai à vous dompter, Françoise, ce qui est toujours très compliqué. C'est une histoire comme ça avec une dame qui ne veut pas qu'on lui tape sur la tête. On va pas s'étaler, on va y aller. 0826 300, ce numéro de téléphone si vous voulez partager avec nous, en tout cas les débats et nous donner votre opinion, ce serait canon. Le grand débat du jour, François Bayrou, donc poussé vers la sortie. Le siège de Matignon est désormais vacant et dans les coulisses, des noms circulent et même des candidatures spontanées, Philippe. Absolument, et on vous pose cette question: qui souhaiteriez-vous voir à Matignon? Alors on a mis 4 noms parmi les favoris parce qu'on ne peut pas en mettre plus de 4 sur les sondages Twitter. Et pour le moment, alphabétique. Par ordre alphabétique, c'est le dernier par ordre alphabétique que vous mettez en tête. Sébastien Lecornu, 43%. Gérald Darmanin, vous le voyez, à 37%. Et à égalité, Yael Braun-Pivet et Olivier Faure à 10%. Alors moi, je vois comme vous Lecornu en pole position, mais je mettrais en 2 plutôt Yael Braun-Pivet parce que pour moi, Darmanin ne voudra pas y aller pour s'épargner pour la présidentielle. Vous voulez qui à Matignon? Même un autre nom, je vous ai dit, on est limité à 4. Appelez-nous au 0826 300 300. Et puis à la veille du 10 septembre, les manifestations, des blocages, aucune tolérance pour les débordements, prévient le préfet de police, Laurent Nunez. Alors, bloquons tout. Comme le dit Laurent Nunez, craignez-vous des actions violentes des manifestants? Et pour le moment, vous dites oui à 62%, c'est-à-dire quand même une assez forte majorité, même si elle n'est pas écrasante. Et moi, je pense que ça risque malheureusement de dégénérer parce que les Black Blocs et autres casseurs ont intérêt au pire. Vous voulez réagir, vous avez peur, vous êtes commerçant ou vous êtes salarié, vous voulez manifester, mais vous ne voulez pas de casse. Appelez-nous au 0826 300 300. Cette émission est pour vous. Vous pouvez nous retrouver un peu partout, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, sur tous les réseaux, Instagram, tout ce qui existe. En attendant, le grand débat. Pour l'approbation, 194. Contre 364. C'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour. Rendez-vous compte qu'il n'y a qu'un tiers de l'hémicycle qui a accordé sa confiance au Premier ministre. Le président de la République devrait désigner un négociateur. Et à ce moment-là, ensuite, un Premier ministre serait nommé avec un gouvernement pour garantir que ce budget puisse être adopté. Les vraies voix Sud Radio. Et donc François Bayrou a donné sa démission, présenté sa démission à 13h au président de la République. Matignon attend donc son nouveau locataire avec des candidatures spontanées et des noms qui circulent. Françoise de Gois. Oui, alors moi je pense que ce qu'on nous dit, c'est que la rédaction du communiqué de nomination de Sébastien Lecornu, elle est quasiment faite à 99,99%. Donc je vois pas. Il y a eu tout un jeu aujourd'hui, entre Yael Braun-Pivet et Sébastien Lecornu, parce que Yael Braun-Pivet se verrait bien dans le rôle de la préfiguration dont parlait Gabriel Attal. Olivier Faure, il avait 20% de chance, il n'en a jamais bougé en fait. Voilà, il a choisi de repartir vers le bloc central. Moi, je pense qu'à la fin, ça atterrit sur Sébastien Lecornu, mais je pense que c'est une erreur vraiment dramatique. Yael Braun-Pivet, ça aurait été une bonne nouvelle, bonne idée en tout cas. Je crois que personne du bloc central n'aurait été. Vous comprenez bien que tout signal qui est envoyé à ce pays abrasif, qui est complètement déprimé, d'un président qui renomme encore dans son propre camp, alors qu'il se fait laminer, balayer depuis toutes les élections, eh bien ça veut dire je garde le pouvoir, et ça veut dire que voilà, je pense qu'on va au désastre. Je ne vois pas que le budget sera pas censuré, donc dissolution, donc peut-être démission. Alors moi je pensais, je l'ai dit, je le répète, que la bonne solution c'était
la psychologie et la psyché du président l'en empêche, qu'il démissionne pour qu'enfin on remette tout à plat avec un nouveau président qui dissoudrait après son élection et à qui on peut supposer que les Français donneraient une majorité. Il continue, il s'obstine, parce que pour moi, il restera jusqu'en avril 2027, sauf cataclysme qu'on ne souhaite évidemment pas. Et la question qui se pose, alors, pour moi, Le Cornu, c'est le meilleur choix des quatre, parce qu'il avait été supputé il n'y a pas très longtemps. Grosso modo, Bayrou avait forcé la porte, on va dire ça comme ça, pour être nommé à Matignon. Mais je pense qu'il n'y aura pas de budget et je pense que ça ne va pas tenir très longtemps. Ça va dissoudre et donc ça veut dire des élections en décembre. Il y a des gens qui... Non, je pense qu'il ne dissoudra pas. Allez, Jean Doredo. Non, mais écoutez, alors c'est surprenant ce gouvernement qui a quand même travaillé sur un projet d'aide active à mourir, avec l'idée qu'il y a des personnes qui ont une agonie trop difficile. Voilà, vous voyez venir, il faudrait qu'on les aide. Et là, on a envie de dire peut-être quand même pratiquer un petit peu sur vous ce que vous préconisez pour les autres, parce que là, cette fin de règne est quand même particulièrement pénible, douloureuse. Elle traîne en longueur. Je rejoins mes deux camarades du jour. C'est un fait que c'est la chronique d'une mort annoncée. Mais c'est-à-dire que mécaniquement, ça ne peut pas tenir jusqu'en 2027. Et un retour, une petite rumeur. Jean Castex 2. Non, non, pas Jean Castex du tout. C'est-à-dire que tout le monde s'est amusé à se dire il y a une surprise du chef. En fait, a priori, il n'y a pas de surprise du chef. Emmanuel Macron, il s'achète du temps. Mais le problème, c'est qu'en s'achetant de temps, c'est marrant, parce que je suis en train moi-même de me convertir à la démission parce que je ne vois pas. Non, mais je ne vois pas objectivement, avec ce manque de sagesse et cet entêtement-là, et refuser même. Et pourquoi pas la dissolution avant la destitution je parlais pas du tout de la destitution. La démission. Oui, parce que je pense que la dissolution, vous savez, il va se passer deux choses dans la dissolution. Tous les sondages le disent et tous les partis travaillent là-dessus. Vous allez avoir une poussée énorme du RN, mais qui ne sera pas en majorité absolue. Et vous allez avoir une poussée énorme de la gauche. Elle est à plus 4, plus 5 points par rapport à 2024. Mais pourquoi est-ce que la gauche monte? Parce que c'est l'effondrement des macronistes. Quand vous aurez le soir du second tour un président de la République qui a dissous 2 fois en un an, avec son propre parti qui passe de 91 députés à 40, comment voulez-vous qu'il reste? Tout Emmanuel Macron qu'il est, c'est impossible. Mais c'est pour ça que je ne crois pas à la dissolution, parce qu'il essorerait, il n'y a pas d'autre mot, ses amis à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que je ne crois pas, peut-être pas à ce point quand même. Non, mais écoutez, alors là, sur la capacité sentimentale des présidents de la République, moi j'en connais un très bien. Je peux vous dire que ils s'en foutent. Quand François Hollande, contre l'avis de tous, décide de ne pas se représenter, il crucifie, il sait qu'il crucifie son parti. Il crucifie son parti, oui. Il crucifie le PS, il crucifie les militants, il crucifie les électeurs et il crucifie également les députés. Ça veut dire qu'ils vont tous mourir et qu'ils s'en foutent, mais ils s'en tapent. Je ne veux pas défendre à outrance notre chef de l'État. Pour autant, il a des circonstances atténuantes, parce qu'en fait, l'esprit de la 5e République... il s'est transformé en avocat. Non, l'esprit de la... C'est un vieux fantasme. Alors, je suis pas d'accord. Pour la robe. L'esprit de la 5e République, il est dévoyé depuis plus de 40 ans. Ça commence avec François Mitterrand en 81. Il est élu, 1986, succès colossal aux législatives de la droite. Et à l'époque, tous les journalistes... Succès atténué par la proportionnelle. Pardon ? Succès atténué par la proportionnelle. Il y avait un groupe, Front National à l'époque, il y avait le RPR et l'UDF encore à l'époque. C'était une majorité colossale. Et à l'époque, tous les journalistes, vos prédécesseurs, disaient évidemment, c'est l'esprit de la 5e, il va démissionner, parce que l'esprit de la Constitution de la 5e République, c'est d'avoir un chef de l'État qui est tellement légitime qu'il a des pouvoirs extrêmement forts pour conduire le destin collectif. Et François Mitterrand, il dit non, j'y suis, j'y reste. Ça recommence à 93. Derrière, Chirac est élu en 95. 2 ans après, il perd les élections. On dit, il peut pas rester encore 5 ans. Si, il reste, il devient président de la République. C'est notre époque. Et dernier point, Nicolas Sarkozy, qui fait un référendum qui est vraiment l'outil constitutionnel pour justement asseoir la légitimité du président. Françoise, il y a un non-référendum, alors que tout le monde le soutenait. C'est Chirac. C'est Chirac, autant pour moi. Ne bougez pas. La réponse de Françoise Degois dans un instant. Ne bougez pas. 0826 300 300. Laurent, vous êtes avec nous ? Laurent, vous êtes là ? Oui, je suis là. Je sais que vous avez fait votre choix. Vous bougez pas. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien entendu, et Françoise de Gouas autour de la table, et Jean Dorido, psychologue. Docteur en psychologie. Grâce à lui, tout le monde, moitié de la France a arrêté de fumer. Puis je vous dis pas, il en reste encore beaucoup. Je vous dis pas le potentiel patient qu'il a dans la rédaction de Sud Radio. Ah ouais, là c'est là. J'ai pas que pour ça, il y a du monde. J'ai vu qu'ils faisaient un petit tour. Vous trouvez pas qu'il s'est un peu attardé dans le bureau de Patrick Roger là tout à l'heure? C'est très bizarre. Est-ce qu'on peut attribuer la barbe de Patrick Roger à Jean Dorido? Je sais pas. Je pense que c'est juste la mode. Change ta vie, change ta barbe. C'est ça. Françoise de Gouas, vous vouliez répondre à... Oui. On va faire un petit retake de ce que vous disiez, pour ceux qui n'ont pas entendu, mon cher Jean Dorido, pour que Françoise puisse vous répondre. Et après, Laurent, au 0826 300 300, sera avec nous. À la décharge de notre président, l'esprit de la Ve République, de sa constitution, est dévoyé depuis la première cohabitation François Mitterrand, Jacques Chirac, 86. Alors, ça n'est pas vrai, parce que l'esprit de la constitution, c'est justement qu'on peut avoir une cohabitation, et que les cohabitations se sont toujours faites dans un sens logique, c'est-à-dire que c'est un Premier ministre, une opposition majoritaire qui l'a emporté et qui a envoyé à Matignon un Premier ministre. C'est le cas de Jacques Chirac, c'est le cas de Balladur. Là, c'est un cas de figure qui n'est jamais arrivé, c'est-à-dire que il n'y a pas d'opposition majoritaire. Et donc Emmanuel Macron s'engouffre là-dessus pour continuer à gérer à travers une fausse cohabitation. Donc c'est le cas. Non, mais l'esprit de la Constitution, c'est un président de la République avec une majorité. C'est parce qu'il ne la respecte pas que nous sommes dans ce truc tordu et bancal depuis un an. Allez, 0826 300 300, Laurent est avec nous de Mérignac. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Laurent, cette question du jour, qui souhaiteriez-vous voir à Matignon? Vous répondez. Alors moi je réponds Yael Braun-Pivet. D'accord. Parce que en fait je trouve que c'est un bon compromis. C'est une ancienne du PS. Qui s'est pas dévoyée en faisant une alliance avec les Insoumis. Contrairement à Monsieur Faure, par exemple, les Insoumis qui ont juste pour projet pour la France de foutre le bazar. Donc Monsieur Faure, c'est pas possible. Des anciens ministres, je pense que ça mettrait un peu d'huile sur le feu, c'est pas possible non plus. Et elle a fait ses preuves en termes de professionnalisme, c'est tenir l'Assemblée. C'est une ancienne du PS, on va dire branche historique. Donc c'est une femme. Non. C'est une femme. Ah si, c'est une femme. Oui. Il est dit en forme, elle n'est pas non-binaire aux dernières nouvelles. Pardon, Laurent, excusez-nous. On a fait une mauvaise blague. Allez-y. Et pour le coup, on peut obtenir je pense qu'on peut aller chercher des consensus avec ça, et avec des gens qui seraient de bonne volonté et qui voudraient revenir à la raison. Alors moi je peux répondre à Laurent juste sur un peu d'historiographie. J'apprécie beaucoup Yael Braun-Pivet, mais Yael Braun-Pivet et Macron, le PS est une étiquette largement délavée sur elle depuis très 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 longtemps. Elle n'a jamais été. Elle a rejoint Macron. Pourtant, très tôt. Elle a rejoint Macron très tôt. Yael Braun-Pivet, son fait d'armes, j'en ai parlé avec elle, on a beaucoup rigolé. Ça a été d'être la secrétaire de section du Parti socialiste à Tokyo, parce qu'elle vivait à Tokyo. Donc, je remets un peu dans le contexte. Je veux bien que tout le monde. J'entends tellement de chroniqueurs, Jean-Éric Nolot. Elle a un peu de sensibilité à gauche, quand même. Mais non, mais elle est une centriste bon teint. Elle tombera toujours du côté où ça penche. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je trouve qu'elle gère très bien l'Assemblée nationale. J'ai aucun problème là-dessus. Mais on ne peut pas transformer Yael Braun-Pivet en femme de gauche. C'est pas possible, ça. Allez. Alors oui, je vais soutenir le point de vue de Laurent que je trouve assez fin dans son analyse, parce que tout ce qu'il a dit est vrai, et en plus il y a quelque chose qui peut-être pourrait quand même faciliter les échanges, c'est que manifestement elle n'est pas dans les petits papiers du président de la République, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne voulait pas d'elle au perchoir, et du coup cette espèce d'antagonisme, ça pourrait peut-être servir le gouvernement qu'elle mettrait en place. Non mais moi je mettais Yael Braun-Pivet juste derrière Sébastien Lecornu,
Parce qu'ils ont tous les deux quand même une chance et une intelligence politique. C'est-à-dire que Le Cornu a de bons rapports avec Marine Le Pen, c'est un secret pour personne, ils dînent même ensemble. Et les 120 voix du groupe RN, faut quand même compter dessus. Et Yaël Braun-Pivet disait le plus grand bien, il n'y a pas si longtemps de ça, de Sébastien Chenu quand il était vice-président de l'Assemblée nationale, en disant qu'elle l'appréciait beaucoup. Ça change de Xavier Bertrand qui ne peut pas faire une phrase sans taper sur le Rassemblement national. Donc je pense que ce sont les deux qui pour moi sont en pôle position, parce que je le répète, pour moi Darmanin n'ira pas pour une bonne et simple raison, c'est que son objectif c'est pas Matignon en 2025, c'est l'Élysée en 2027. Est-ce qu'une femme à Matignon, il y aurait un peu moins de virulence peut-être ? Est-ce que ça peut adoucir les mœurs ? Non, c'est sur un autre plan. Je ne crois pas du tout. Regardez, il y a eu Elisabeth Borne, ça a été vraiment un carnage aussi pour Elisabeth Borne. Excusez-moi, Elisabeth Borne était quand même beaucoup plus rigide que Yaël Braun-Pivet. Non, mais je voudrais, on n'en sait rien d'abord. Si, déjà au niveau du comportement, si. Mais on n'a pas vu Braun-Pivet dans l'exercice. La présidente de l'Assemblée nationale, elle met quand même de la rondeur. Non, mais elle met de la rondeur comme Elisabeth Borne, mais après c'est... Non, elle met pas de rondeur. C'est pas la rondeur. Mais franchement, est-ce qu'on peut finir une phrase en fait? Je dis, les femmes à Matignon, c'est toujours encore plus difficile. C'est ce que je veux vous dire. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les femmes n'arrivent pas à franchir la dernière marche du perron qui amène à l'Élysée, parce que elles, même si elles veulent adoucir, l'écosystème ne veut pas qu'elles adoucissent. Vous avez des papiers sur Yaël Braun-Pivet délirant sur ses tenues. Vous avez des papiers comme à l'époque Ségolène pendant la présidentielle, on faisait des photos de ses godasses, de ses chaussures, comme si on allait photographier des costards. Et vous avez, comment dirais-je, il y a des costumes en politique, il y en a à qui ça a pas ce que je veux dire, c'est que allez, c'est bon, je comprends ce que vous dites, Cécile, mais la vérité, c'est que l'écosystème l'empêche. Moi, je suis une idéaliste, c'est pour ça. Moi aussi. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et à Tiscourt, dans l'Oise, le maire a lancé la chasse aux panneaux de signalisation inutiles. Mon cher Magid. Selon vous, tout d'abord, petite question, est-ce que trop de panneaux de prévention peuvent provoquer plus d'accidents ? Ça c'est sans doute, j'imagine, si vous me posez la question. Et bien en tout cas, ne tombez pas dans le panneau, car c'est le cas. Bravo. Et vous voyez, c'est tellement bon qu'on n'a pas envie de dire stop. Allons-y. Vous ne pouvez pas sombrer comme ça. Mon Dieu. Allez-y. Non, c'est pas possible. Ne changez rien, Magie. Allez, les amis, s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, selon une étude de sécurité réalisée en 2022, cela peut créer des comportements à risque. Oui, vous m'avez bien entendu, trop de panneaux peuvent provoquer des accidents. Pourquoi ? Car trop d'informations peuvent déstabiliser les conducteurs qui ne voient plus les panneaux importants. En gros, trop de panneaux tuent le panneau, et cette fois-ci, il tue vraiment. Le maire de Thiécourt, François Gomez, face à cela, a pris une décision radicale. Il a fait enlever 40 panneaux, certains vieux de 30 à 50 ans. Abîmés ou démodés, les panneaux obligatoires restent bien sûr en place. De plus, chaque panneau coûte cher. Un panneau installé coûte environ 350 €. Donc, autant faire des économies. Justement, pour en parler avec nous ce soir, le principal concerné, le maire de Thiécourt, François Gomez. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Alors, quand on a vu l'information, forcément, on a envie de se dire qu'on comprend qu'on puisse enlever les vieux panneaux de signalisation, mais pourquoi en enlever d'autres ? Est-ce que ça peut effectivement nuire à la sécurité ? Alors oui, ça peut un peu nuire à la sécurité. Maintenant, c'est dans une démarche un peu plus globale pour éliminer la pollution visuelle qu'on a dans notre village, tout en sachant que ça ne nuit pas à la sécurité routière, comme l'a indiqué l'expert qui est venu en 2022 chez nous et comme l'a indiqué votre collaborateur. Mais en quoi ça peut créer des accidents ? C'est-à-dire que si on prévient 200 mètres avant qu'il va y avoir un stop, les gens accélèrent, c'est ça ? Alors effectivement, si vous mettez pour un stop, on laisse le panneau stop bien entendu. Oui. Mais si vous mettez une indication de virage à 150 mètres, eh bien l'automobiliste qui sait qu'il va y avoir un virage en 150 mètres, il va continuer à rouler relativement vite jusqu'au panneau, voire au-delà du panneau, il va attendre les 150 mètres et quand il arrivera au virage, il va ralentir. Alors que s'il n'y a pas d'indication, dans ce cas-là, eh bien il roulera à une vitesse correcte et cohérente pour pouvoir appréhender un virage s'il en rencontre un sur sa route. Ah oui, c'est ce que nous a expliqué l'expert. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est pas faux, c'est ce que je dis souvent à Philippe David. Non, mais c'est très bien ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. Bah oui, en réalité, forcément, c'est complètement contre-intuitif, mais je me rends compte que je fais ça, en fait, que je pourrais faire ça. Faites le test. Oui, je l'ai fait, moi, avec ma bagnole. Tous les panneaux, il y a beaucoup de panneaux, vous ne pouvez pas conduire et simultanément, en même temps, regarder tous les panneaux et puis les comprendre, les assimiler, et c'est pas possible.
Surtout que certains sont cachés. Quelle est la réaction des usagers, de vos administrés? Tout le monde est satisfait, content. J'ai aucune réponse négative, que des opinions positives de tous les habitants, les automobilistes, les riverains. Et du coup, monsieur le maire, pardon de vous couper, parce qu'il nous reste 20 secondes, vous allez faire des économies en plus. On a fait des travaux sur une place, là, il y avait 7 ou 8 panneaux de prévus, on n'a mis aucun panneau, du coup 3 000 € d'économie. Eh ben bravo. Ça, c'est bien, ça bien. Merci beaucoup. Vous êtes à côté vous êtes dans l'Oise, à côté de quoi? À côté de Noyon, Compiègne. D'accord, très bien. Combien d'habitants chez vous? 750 chez nous. J'adore. Comme ça un peu partout et voilà, on fait des économies. Et ben voilà, monsieur le maire, je vous conseille, en tout cas je vous demande de les embrasser tous individuellement pour nous. C'est facile de demander. Absolument. Faire une déloc à Compiègne, moi j'adore. Dans cet endroit. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Philippe David. Moi, ça va être sur Benoît Payan qui a subi des menaces de mort, ce qui est absolument hallucinant. C'est le maire de Marseille, bien évidemment. Françoise de Gois. Des têtes de porc dévorcées devant des mosquées. Et Jean Dorido. Et les pétitions anti-supermarché. Et merci beaucoup, Majid, pour ce sujet. Restez avec nous, 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu partager vos idées sur l'actualité. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et Philippe David est en face de lui ce soir. Françoise de Gois. J'ai le psy et une des personnes les plus détraquées que je connaisse. Vous avez le psy et la patiente. Non, Françoise de Gois, le terme patiente, c'est un cas scientifique. Le terme patiente est trop faible, quand même, soyons sérieux. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité à Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 20h. En attendant tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Moi, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. De l'actualité. Vous parlez de quoi? Mon Dieu, et tout ceci a été dit pendant des émissions, je vous le dis, bien entendu. Voilà. Et on commence par Philippe David, tiens, pour changer. Philippe David. Non, j'aurais pu en faire un coup de gueule, mais je vais en faire un tour de table de l'actualité. Le maire le PS de Marseille, Benoît Payan, subit des menaces de mort. Alors, on aurait pu croire à Marseille que c'était par des cartels de la drogue, etc. Non, parce qu'il est allé dans un festival culinaire où il a mangé un couscous. Ce que je trouve totalement hallucinant de bêtises, mais de bêtises crasses, il n'y a pas d'autre mot. Parce que qu'on le veuille ou non, le couscous c'est devenu un plat français. C'est les pieds noirs qui l'ont ramené du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. C'est même le plat préféré des Français, je crois. Oui, c'était même le plat préféré des Français. Et aller limite accuser d'islamo-gauchisme quelqu'un parce qu'il mange un couscous, alors je l'avoue, je suis pas franchement islamo-gauchiste, ça a dû se remarquer, et j'adore le couscous, j'adore toutes les variantes du couscous, même le salé, le sucré. Le couscous sucré, c'est très bon aussi. Moi, j'aime pas trop, mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile, vous avez compris pourquoi. C'est sympa, ça. Je dis des mots d'amour, il les balance en montagne. Non, mais Céline, il a raison, la semoule sucrée, c'est une merveille. Délicieux. Et je trouve que c'est d'une bêtise crasse, et malheureusement, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance, pour les avis les plus débiles, et je le dis franchement, que moi ça me révolte, il n'y a pas d'autre mot. Alors évidemment, soutien à Benoît Payan, à côté de ça je suis pas d'accord sur plein de choses avec lui, mais là c'est vraiment d'une bêtise crasse, et que ceux qui font des menaces de mort soient, je l'espère, lourdement sanctionnés par la justice. C'est terrible pour les maires, quels qu'ils soient, ça devient de plus en plus... Tout est terrible pour toute personnalité politique, vraiment. Pour les maires, alors... Tout. Alors là où vous avez raison, c'est qu'ils sont en prise directe, à portée de baffe, comme ils disent. Mais je veux dire, on ne peut plus rien dire. Aucune personnalité politique, y compris des journalistes, on ne peut plus rien dire. En réalité, tout devient abrasif. Mais je suis d'accord avec vous, parce que vous avez oublié de préciser la photo qui est mise, où on voit Benoît Payan avec une simulation de pendaison, quand même. Vous avez vu ça sur Twitter? J'ai pas voulu faire de pub pour ce type de photomontage que je trouve odieux. Non, mais j'ai compris. Mais quand même, moi, je le dis, parce que là, c'est quand même... Écoutez, la pendaison d'un élu pris en photo ou généré par de l'IA ou je ne sais quoi. Vous imaginez quand même à quel niveau on arrive, franchement. Mais beaucoup d'élus ont subi ça, faut le dire. Oui, bien sûr. Et ils ont tout notre soutien, bien sûr.
Oui, non, alors je ne connaissais pas le sujet. C'est d'une violence absolument inouïe. Moi, je serais curieux de savoir d'où viennent ces menaces de mort. Est-ce que c'est des personnes en France? Est-ce que c'est une puissance étrangère qui essaye d'attiser? Il y a de plus en plus de comptes fake sur Twitter, on le sait, qui essayent vraiment d'attiser la haine, parce que ce que vous dites sur les origines du couscous, Philippe David, est très très juste. On va pas polémiquer en rappelant que la France eut un empire colonial quand même conséquent. Il n'y a pas si longtemps que ça, et évidemment la gastronomie française enracinée en France, elle est évidemment mondiale, parce qu'on a quand même, c'est un fait, nos ancêtres ont quand même colonisé beaucoup de territoires. Pendant que vous avez la parole, Jean Dorido, l'arrivée d'un supermarché qui vire au pugilat dans les communes. Alors ça commence par quelque chose de très très parisien, parce que c'est dans le très chic 6e arrondissement. Le plus chic d'ailleurs. Franchement, la rue la plus chère de Paris, c'est celle qui borde le jardin du Luxembourg. C'est la rue Guillemère. On est à 2 pas, si vous voulez, on est à la langue de la rue Bavin, de la rue Bréa. Donc c'est ultra chic, il n'y a que des stars de gauche évidemment qui vivent dans le coin. Laissez-le parler, François. Ces personnes vraiment tout à fait dans la coolitude et dans l'ouverture sont très choquées alors je ne vais pas citer de marque, enfin une enseigne, une supérette en fait, une grande enseigne de distribution, voilà, ouvre dans le quartier, parce que quand même ça va attirer des clochards. Comprenez, il ne faut pas avoir des clochards qui font la manche devant une supérette, puis ça va vendre de l'alcool tard, enfin bon, quand même, allez hop dehors. Donc ils font une pétition, et en fait il y a un papier dans le Figaro d'aujourd'hui qui rappelle que c'est pas du tout un sujet parisien, c'est le cas dans plein de communes françaises, des enseignes de grande distribution qui se voient empêchées à travers des pétitions de riverains. C'est arrivé à Toulouse avec le collectif 231, c'est arrivé avec le Stop Carrefour Gambetta de Montpellier, c'est même arrivé en Haute-Loire, des personnes qui disent mais quand même pas de ça chez nous. Et en fait c'est terrible, parce que si vous voulez, il faut quand même savoir ce qu'on veut. On a une désertification de la France qui est absolument terrible. Et des centres-villes. Et des centres-villes. On voit ces boutiques, c'est d'une tristesse abyssale, ces boutiques complètement vides comme ça, peinturlurées avec des panneaux à louer à vendre. Et là c'est vraiment des supérettes. C'est des supérettes. Alors donc c'est Carrefour Market dans le 6e. C'est souvent le cas quand vous voulez installer un Aldi, un Lidl. Alors qu'en fait, ces enseignes, elles sont souvent bon marché. Elles attirent quand même pas mal de monde, y compris des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous. Et c'est un fait que ça peut faire une sortie. Voilà, quand on est à la retraite, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, d'aller s'acheter 2-3 bricoles. On aime bien acheter des trucs pour se faire plaisir. Et c'est vraiment un Lidl dans le 6e. Vous êtes fou, mais ça va pas. Vous savez qu'il y en a un boulevard des Montparnasse. À l'époque où j'y travaillais, il y en avait un. Et c'est se tirer une balle dans le pied, parce que toujours à Montpellier, figurez-vous que les riverains ont obtenu gain de cause dans un. C'était pas le collectif Gambetta, c'était un autre, c'était le quartier des Beaux-Arts. Donc ils ont réussi à interdire l'installation d'un supermarché. Résultat, il y a eu un squat qui s'est installé. Il a fallu je ne sais combien, 26 policiers, 45 CRS pour déloger les. Voilà, bien fait pour eux. Donc c'est un fait, on est en plein marasme en ce moment politique. Il faut quand même que les Français sachent un peu ce qu'ils veulent. Mais je peux vous dire l'argument le plus débile que j'ai entendu à Paris 6e, un riverain qui dit ça aurait été beaucoup mieux une salle de shoot qu'une supérette. Vous voyez quand même à quel point ces gens sont déconnectés. Honnêtement, moi j'ai honte, parce que je sais que je ne veux pas contrer Jean Dorido, parce que la plupart de ceux qui ont glapi publiquement, c'est vraiment ce qui reste de la gauche caviar. J'ai un peu honte, donc vous me permettrez, s'il vous plaît, de ne pas commenter cette information. De ne pas la ramener. Très honnête, la chère Françoise, ça ne change rien, c'est très bon. En revanche, un sujet beaucoup plus sérieux et qui nous fait tomber de la chaise, les têtes de porc jetées devant des mosquées en Ile-de-France. Voilà, alors au début, ça s'est passé cette nuit, hier, évidemment, donc on sait très bien que le porc est impur pour l'islam, donc c'est des têtes de porc qui ont été déposées dans 2 mosquées parisiennes, et puis petit à petit, finalement, au gré des recherches, il y en a eu 3, il y en a eu 4, finalement c'est 7 ou 8 mosquées devant lesquelles on a jeté des têtes de porc. Alors j'entends, Laurent Nunez, qui ne sait plus trop, je pense, vous donner de la tête, a quand même fait, le préfet de police de Paris, voilà, a quand même fait une déclaration, je trouve, assez forte sur la haine, etc. Mais tout ça, vraiment, me laisse, comment dirais-je, m'inquiète
profondément. C'est-à-dire que ça, c'est un acte purement islamophobe. Je ne parle même pas des actes antisémites. Ce que racontait Philippe est effarant sur Benoît Payan. Je vous arrête aussi le nombre d'églises incendiées, saccagées. Il y en a de plus en plus. Les églises incendiées, saccagées. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui devient fou en réalité. Toutes les digues sont en train de lâcher. Et puis on est en train de voir des élus en réalité qui lâchent la rampe complètement avec quelque chose d'une bipolarisation du combat entre les extrêmes et entre... De toute façon, aujourd'hui, si vous n'êtes pas islamophobe, forcément, si vous n'êtes pas islamophobe, vous êtes islamo-gauchiste. Et vice-versa. Il n'y a plus rien au milieu. Et moi, je rejoins ce que dit Jean, parce que j'ai un questionnement sur ces têtes de porc qui me font quand même penser aux étoiles de David, vous vous souvenez, sur les murs. Voilà. Est-ce qu'on est encore une fois le jouet de la manipulation ? Je le crois vraiment. Je pense que nous sommes véritablement une cible. C'était des officines étrangères qui avaient fait... Bien sûr, c'était les Russes qui étaient derrière. Est-ce que c'est pour créer tout ce qui peut fracturer du chaos dans la société française ? Moi, c'est vraiment une option parce que, je veux bien imaginer les réseaux d'extrême droite, etc. Mais il y a quand même quelque chose presque de grossier, de trop parfait, si vous voulez. De toute façon, on va vite le savoir. Hein, je l'espère. Mais nos démocraties sont vraiment attaquées. C'est ça que je veux dire. Elles sont vraiment attaquées de l'intérieur et de l'extérieur. Moi, ça me fait penser, pour revenir sur... les menaces contre Benoît Payan, comme l'avait dit Albert Einstein, l'univers, j'ai un doute sur le fait que l'univers soit infini. Je n'ai aucun doute que la bêtise humaine le soit. Mais je pense que Einstein, dans ce domaine, avait raison. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez bien fait de parler, Philippe David. Qu'est-ce que vous entendez qui est infini chez moi ? J'ai un truc vachement mieux. Il ne faut pas parler aux cons, ça les instruit. Oui, voilà. Michel Audiard. Voilà, c'est ça. Allez, les amis, merci beaucoup pour ces sujets. C'est important de les porter. Vous restez avec nous dans quelques heures. Le début du mouvement Bloquons tout, de nouvelles méthodes de manifestation en surface. On va en parler dans un instant avec Baptiste Métet. Ce sera l'info en plus. Et puis, vous voulez commenter 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et en plus de la co-animation avec Philippe David, il est aujourd'hui autour de la table, il parle et il débat. Ça va mon Philippe ? C'est bien de vous entendre. On parlait de bonne chair, nourriture. Vous parliez de vous. Françoise Degois, je voudrais savoir pourquoi, qui a donné un accord au niveau de la direction et des actionnaires pour qu'un Niçois soit invité dans cette émission. C'est vrai qu'il faudrait creuser le sujet. Attendez, il est pas invité, il travaille ici. Voilà, donc nous assumons totalement. Vous assumez le Niçois. Absolument. Et arrêtez les salades, François. Jean Dorido est avec nous tout de suite, l'info en plus, avec Baptiste. Les vraies voix Sud Radio. Je voulais dire Baptiste, elle le mettait, mais vous m'avez coupé les chiens. C'est le Métais ou le Niçois ? Soyons sérieux puisque c'est un sujet important. Demain, pendant les manifestations, pour éviter de fermer boutique tout en montrant leur soutien au mouvement, certains restaurateurs ont dû innover. Et oui, 10% de réduction si vous payez en espèces. Voici ce que proposent certains restaurateurs qui ne veulent pas fermer demain. Avec les dégâts possibles des manifestations, de nombreux établissements enregistrent un fort taux d'annulation des réservations. Comme le confirmait Thierry Marx, un grand restaurateur chez nos confrères d'RMC, je cite, il y a déjà plus de 15% d'annulation pour le 10 septembre. Donc sur X, le hashtag OnPayCash a pris rapidement de l'ampleur. L'objectif, désorganiser le système économique et priver les banques de commissions. Alors cette initiative pourrait permettre de relancer les paiements en espèces, mais surtout de permettre aux restaurateurs de payer moins de taxes. La part des paiements en espèces est passée de 68% en 2016 à 43% en 2024. Même en plein cœur d'un mouvement de contestation, est-ce que tout ça est légal ? Et oui, c'est complètement légal. Selon l'article L112-12 du Code monétaire et financier, le professionnel peut tout à fait proposer une différence de prix à la baisse ou à la hausse selon le moyen de paiement. Attention aux restaurateurs qui nous écoutent, vous pouvez proposer cette différence que si vous informez clairement le client avant l'initiation du paiement.
Ah, d'accord. Ok. Oui, alors, et là oui, non, pardon. Ok, d'accord, c'est légal, ok. Maintenant, je vois pas en quoi ils paieront moins de taxes. Ok, il y a des frais bancaires quand vous utilisez un terminal de paiement, certes. Maintenant, je veux dire, les recettes de n'importe quel type de commerce sont fiscalisées de la même façon. Oui, mais comme c'est 10% moins cher, il y aura un peu moins de TVA. Et voilà, par exemple. Comme elle est calculée. Mais il y aura moins de chiffre d'affaires. Enfin, oui, il y aura moins de chiffre d'affaires. Mais mécaniquement. Et on n'est pas obligé de le dire. Oui, mais je suis d'accord avec Jean. Non, moi, je suis d'accord avec Jean. Je comprends rien du tout. Attendez. Je n'incite personne. Hein, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est une façon de contester. Voilà, c'est tout. C'est une contestation comme une autre. D'accord. Attendez, je suis en train d'apprendre que vous êtes bloquant tout à mort, vous. Voilà, pas du tout. Moi, je ne dis rien. Moi, je ne fais que relater l'information. Allez, et si j'étais président ? Les vraies voix Sud Radio. Si j'étais Premier ministre, par exemple, et quel genre ou quel nom de ministre pourrait garder Fabrice, qui est avec nous, au 0826 300 300, qui nous appelle de Géronce. Si vous étiez président, quel ministre souhaiteriez-vous garder au gouvernement ? Eh bien, bonsoir déjà. Bonsoir, parce que j'ai oublié complètement. Fabrice. On va recommencer l'émission depuis le début, si ça vous embête pas. Non, mais c'est allez-y. Bon, déjà, je garde pas le Premier ministre. Ça, tout le monde le savait, mais... Allez-y. Moi, alors, si j'en gardais un, ça serait Sébastien Lecornu. Oui. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que je trouve que déjà c'est un ministre qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on voit pas beaucoup, mais qui travaille, qui agit. Et moi, ce que je demande à des ministres, c'est pas d'être les champions du micro. J'en peux plus de ces gars qu'on voit tous les 4 matins, gars ou filles, à la télé, à la radio, etc. Parce qu'ils ont des ambitions présidentielles ou de grandes mairies, de choses comme ça. Moi, j'en peux plus. Moi, je demande à un ministre qu'il agisse. Mais en même temps, Fabrice, quand on les voit pas beaucoup, qu'on ne les connaît pas, on dit qu'ils font rien. Donc c'est compliqué quand même. Hein. Oui, mais le cornu, on voit quand même. Bon, on voit. Okay. C'est quand même le ministre des Armées qui, depuis Charles Hernu, a obtenu le plus pour l'armée. Et pourtant, on le voit pas beaucoup. Pose de budget, contre, moi, je le garde. Moi, je le garde, mais surtout pas Premier ministre. Je le garde à son poste parce qu'il est très efficace et surtout dans la situation actuelle qui est assez tendue. On n'a pas besoin de changer 50 000 fois de responsable à ce poste-là. Eh ben, on va faire réagir autour de cette table. Philippe David, pardon. Moi, je dis. Alors, notre ami Fabrice voudrait le garder du côté du ministère de la Défense. Moi, je pense que comme Premier ministre, je dis, pour moi, il était en pole position juste devant Yael Braun-Pivet. Mais c'est vrai que, alors, le régalien, c'est le président de la République, mais c'est vrai que c'est le ministre de la Défense qui a obtenu le plus de hausse de crédit. Mais il faut reconnaître une chose, l'armée française était à l'os depuis longtemps. Dieu merci qu'il ait eu ces hausses de crédit. Françoise de Gaulle. Moi, je pense que Sébastien Lecornu, je suis désolé de vous le dire, il n'a pas de mérite. Vous savez très bien que les armées, comme le Quai d'Orsay, c'est le domaine réservé de la présidente de la République. Et à la limite, si on doit donner un bon point à Emmanuel Macron pour une fois, et ne pas le donner à son ministre, c'est évidemment sur la question de la défense. Je veux dire, il n'a pas eu à gagner ce qu'on appelle des arbitrages en commission, les fameuses RIM, les réunions interministérielles, c'est terrible. Moi, pour en avoir fait des dizaines, où vous vous battez comme un chien à l'os pour décrocher 100 millions, 200 millions, et l'approbation du Premier ministre et du Président de la République. En l'occurrence, Sébastien Lecornu, si vous voulez, ne fait que appliquer la décision d'Emmanuel Macron, dont c'est le domaine réservé. Donc je ne dirais pas qu'il a une grande qualité de ministre de la Défense, pas tant que ça. Jean Dorédo, qui dodeline de la tête. Oui, je dodeline. Je dodeline pas mal. Non, parce que c'est en fait, je suis pas tellement d'accord avec ce que vient de dire Françoise. Tant mieux. Il me semble que c'est plutôt d'accord avec ce que vient de dire Fabrice. C'est vrai que et quand même, il est plutôt discret. C'est vrai que c'est quand même appréciable quand on voit toutes celles et tous ceux qui ont les dents vraiment qui rayent le parquet. Quant à son engagement au ministère de la Défense, j'ai le sentiment, en tout cas, que ce n'est pas quelque chose de fin, même si bien sûr c'est le président qui préside. Je crois qu'il envisageait même gamin, pourquoi pas une carrière militaire. Enfin, j'ai le sentiment qu'il est quand même sensible depuis toujours. Oui, il a quand même une fibre, me semble-t-il, une sensibilité tout à son honneur sur le sujet. Merci beaucoup, Fabrice. Je crois que l'Élysée devrait vous appeler pour la composition du prochain gouvernement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Sur Marine Tondelier, qui dénonce des crimes racistes qui n'existent pas. Mais voilà, et vous restez avec nous dans un instant, tout de suite. Tout de suite, les incontournables de l'argent avec Thomas Binet. On se retrouve dans un instant. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent.
Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler de cycles économiques. Alors, comment les cycles économiques justement impactent notre argent et comment on peut y faire face ? Alors, la plus grande caractéristique, je dirais, des cycles économiques à l'heure actuelle, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a de la croissance ou pas dans une zone économique, et avec ça, est-ce que les taux d'intérêt, le prix de l'argent, sont élevés, comme ce qu'on a vécu là pendant 3-4 ans, ou bas, comme ce qu'on a vécu pendant toute la décennie 2010. C'est ça qui impacte le plus votre argent, parce que en fonction de la santé de l'économie, qui est cyclique, qui varie au fil du temps, eh bien, les banques centrales, dont on a déjà parlé dans cette émission, se comportent différemment. Et la manière dont elles font évoluer les taux sont extrêmement impactante pour votre argent. C'est ça qui vous impacte le plus. C'est pour ça que les cycles économiques sont importants. Alors après, les économistes se sont éclatés. Des cycles économiques, ils en connaissent plein. Vous avez les cycles de Kitchin de 3 à 4 ans qui se basent sur les stocks des entreprises. Vous avez les cycles de Juglar sur 8 à 10 ans pour coller à la dynamique des investissements. Vous avez ceux de Kuznets sur 15 à 25 ans qui impliquent les variations démographiques. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection. Et ceux de Kondratiev sur 20 à 30 ans qui ont comme point de départ l'innovation technologique. Donc vous avez tout un tas de cycles. Mais ce qui est important, à mon avis, pour les particuliers, c'est comment ça impacte les taux d'intérêt, les taux directeurs. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que des pans de l'économie sont concernés par ces cycles ? Ah oui, complètement. Ouais. Donc, d'ailleurs, il y a dans les actions, dans les entreprises qui sont cotées en bourse, on parle souvent de valeurs cycliques et de valeurs défensives, puisque vous avez des entreprises et des secteurs d'activité qui vont être davantage sensibles au cycle économique de croissance, récession, croissance, récession, et d'autres secteurs qui sont très tranquilles par rapport au cycle économique. Par exemple, l'alimentation, qui est de la croissance ou pas, les gens ont toujours besoin de manger. La défense, qui est de la croissance ou pas, les États ont toujours besoin de se protéger. Les télécommunications, qui est de la croissance ou pas, les gens ont toujours besoin de se téléphoner. En revanche, la mode, en revanche, la publicité, en revanche, l'automobile, sont des secteurs qu'on appelle cycliques. C'est-à-dire, s'il y a de la croissance, ça cartonne. S'il n'y a pas de croissance ou de la récession, c'est très dur. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. C'est-à-dire, est-ce que j'investis et mon épargne et mes investissements sont uniquement dans des valeurs dites cycliques, ou est-ce que j'ai aussi des valeurs défensives ? J'encourage évidemment à avoir les deux. Comment s'y prend-on ? Comment fait-on concrètement ? Concrètement, et les 2 dernières années nous l'ont bien démontré, ce qui fonctionne pour faire face à un cycle économique, c'est la diversification. Si vous avez des actions asiatiques, européennes et américaines, si vous avez un peu d'or, si vous avez des entreprises dites cycliques qui vont bénéficier, qui ont de la croissance, par exemple les entreprises de tech et des entreprises défensives dans votre portefeuille, par exemple les infrastructures, la télécom, voilà, tout ce dont on a parlé, l'énergie, eh bien, vous allez avoir plus de performance à long terme, parce que ce qui est important, c'est pas de surfer le cycle en permanence comme un investisseur très actif. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui est performant à long terme. Et ce qui marche dans ces cas-là, c'est la diversification pour lutter contre les cycles. Diversifier, ça sera le mot qu'on retiendra de votre intervention. Merci à vous Mathias pour votre analyse et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Allez, restez avec nous dans un instant. On reviendra sur la question du soir. En marge des manifestations de demain, en plus des Français s'inquiètent de potentielles actions violentes. 0826 300 300. Et puis, ce sera juste avant le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, Françoise de Gois et Jean Dorido autour de cette table. Dans un instant, notre second débat en marge des manifestations de demain. De plus en plus de Français s'inquiètent des potentielles actions violentes. Et comme le dit Laurent Nunez, craignez-vous des actions violentes, des manifestations ? Pour l'instant, je crois, Philippe. C'est un oui à 61% sur Twitter. Vous voulez réagir ou sur X maintenant ? Appelez-nous pour témoigner au 0826 300 300. Ah bah ça tombe bien que vous parliez parce que c'est à vous de parler maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Comme
comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi le 15e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouvent les studios de BFM TV, où les propos que vous allez entendre ont été tenus hier soir. Et je vais vous dire, un gouvernement de gauche et écologiste, le jour de sa nomination, moi je peux vous dire que ce que ça provoquera dans le pays, j'en suis émue d'avance. Ça provoquera des gens qui n'ont pas assez à bouffer, qui ont peur pour leurs gamins quand ils vont à l'école le matin, qui se fassent agresser par des gens qui sont racistes. Vous avez reconnu Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, affirmer doctement que si un gouvernement de gauche et écologiste était nommé, ça allait changer la vie des gens qui ont peur pour leurs gamins quand ils vont à l'école le matin, qu'ils se fassent agresser par des gens qui sont racistes. Ainsi donc, pour Marine Tondelier, des parents auraient peur pour leurs enfants, bien évidemment racisés, agressés par des racistes, bien évidemment blancs. De tels actes seraient évidemment hautement condamnables, mais lisant les médias en long, en large, en travers, tous les jours, je n'ai pas lu ce type d'agression depuis des lustres, et Dieu merci, faut-il le rappeler. J'ai par contre lu des drames touchant des jeunes qui revenaient de l'école ou à proximité de leur établissement scolaire ou sportif. Commençons par Lola, 12 ans, massacrée par une Algérienne sous OQTF après être entrée du collège. Est-ce ce crime que dénonce Marine Tondelier dans ses propos? Continuons avec Philippine, 19 ans, violée et tuée en sortant de la cantine de sa faculté alors qu'elle se rendait chez ses parents par un Marocain sous OQTF bien connu des services de police. Et cet autre crime que dénonce Marine Tondelier. Terminons avec Elias, 14 ans, massacré à coups de machette en sortant d'un entraînement de football par deux racailles racisés bien connus des services de police pour son téléphone portable. Est-ce à ce dernier crime auquel pensait Marine Tondelier? Alors oui, Madame Tondelier, des parents ont peur et des gamins ont peur en France. Peur de tomber sous les coups de couteau ou les coups de machette. Le seul problème est que vous inversez les criminels et leurs victimes en dénonçant des actes qui n'existent pas ou alors en nombre anecdotique face à des actes qui ont endeuillé de trop nombreuses familles. Oui, après, si vous voulez, moi, je ne suis pas une fanatique de Marine Tondelier. Je pense que l'argument de Marine Tondelier pour dire que la gauche doit venir gouverner, c'est un argument débile, en fait. Est-ce que je peux me permettre de dire ça? C'est presque un argument post-adolescent. Enfin, on ne se réjouit pas que la gauche arrive au gouvernement pour cela. On s'en réjouit pour le social. On s'en réjouit parce que la trajectoire, finalement, on va prendre un peu plus d'argent chez les gens qui en ont beaucoup plus et on en rend un peu. C'est-à-dire que cet argument-là, c'est un argument repoussoir. Je ne comprends pas, si vous voulez, cette façon qu'ont les Verts de faire de la politique et cette façon, si vous voulez, de sortir tous les irritants. Ce serait tellement simple en réalité. Au nom de, on ne transige pas sur nos valeurs. Mais ce parti, depuis que je le connais, c'est pas que Marine Tondelier. Vous savez, j'ai commencé comme journaliste, je couvrais les Verts en 96. C'était Dominique Voynet. On a enchaîné. Il y a cette incapacité à un moment donné, si vous voulez, à parler simplement aux gens de leur vie et même d'écologie. Et Marine Tondelier tombe les deux pieds dedans. Voilà, ça fait pas envie. Est-ce qu'elle n'a pas un peu oublié l'écologie dans son discours? Non, parce qu'elle est très écologiste, Marine Tondelier. L'écologie, quand on écoute son discours, elle est tout le temps là. Mais cet argument-là, comment voulez-vous que cet argument-là touche le cœur des gens? C'est pas possible, en fait. C'est pas par rapport à ce que vous dites, parce que moi, je ne suis pas apocalyptique comme vous. Je dis juste que si la gauche... non, je rappelle juste les faits. Non, mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le seul argument, c'est que pour que la gauche vienne, c'est simplement d'abord un argument social. Cet argument-là, on a l'impression qu'on a une France entière qui serait raciste. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Les Français ne sont pas racistes, ça n'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Jean Dorédo. Oui, merci Françoise de Gois de rappeler ces points essentiels. Je crois que Marine Tondelier, elle parle à son électorat et je crois qu'il y a une partie de son électorat qui croit dans ces incantations et elle est en train de à force de rabâcher, forcément, elle finit par le croire. Exactement. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, comme dirait l'autre. Et je crois qu'elle est en train de préparer justement le prochain barrage. Vous savez, ce sont des castors. Ces gens-là ne parlent que de barrage justement au racisme, au fascisme, à l'extrémisme. Et je crois qu'en réalité, elle est tout à fait lucide sur sa stratégie. Et même si elle se plante complètement, pardon de le dire comme ça, sur son analyse, sur ne serait-ce que l'observation du réel, elle est dans son couloir. Mais est-ce que de gauche ou de droite, ces propos ne sont pas irresponsables à force? Non, écoutez, moi
sur l'irresponsabilité des propos, vous savez, alors on peut faire un collier de nouilles, hein, franchement, et le collier de nouilles, il peut faire 2 fois le tour de la Terre. Les conneries depuis 8 ans qu'on entend, avec une dégradation jour après jour du niveau débat politique, du débat public, et du niveau. Du niveau, je sais pas, parce que quand vous les prenez un par un, ce sont des gens quand même cultivés, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je dirais pas ça de tout. Ça. Si, mais bien sûr. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que non, mais voilà, ça ne reste pas des propos irresponsables. Mais je sais pas si c'est irresponsable, c'est en tout cas dans son couloir. Comme si, parce que ça oppose. Mais non, mais ça a une clientèle. Mais oui, mais Jean-Luc Mélenchon oppose, mais Gérald Darmanin oppose, et Emmanuel Macron oppose. Bien sûr, c'est pour ça que je dis de droite et de gauche. Mais bien sûr, quand vous avez des gilets jaunes et que lui, la seule chose qu'il est capable de dire, Emmanuel Macron, au lieu de calmer la colère, c'est de dire les foules haineuses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est-à-dire que... Et moi, j'adore cette phrase, c'est un auteur inconnu, mais je l'ai entendu une fois, je pense que c'était à l'étranger, et je l'adore, et je vais la redire inlassablement, et on va la redire. C'est à force de faire n'importe quoi, on devient n'importe qui. À force de dire n'importe quoi, on devient n'importe qui. Et mais ils s'étonnent, en plus, nos copains, je les entends de gauche ou de droite, oh là là, les gens nous aiment pas, mais comment voulez-vous? Vous savez, c'est un rejet général de l'ensemble, mais y compris du Rassemblement national, mais je vous assure, ils ne peuvent plus piffrer les politiques. Non, voilà. mais je maintiens que dans ces phrases, cette citation de Marine Tondelier est vraiment scandaleuse, que, à la croire, il y a des ratonnades tous les jours contre les gamins qui vont à l'école. Et vous l'avez dit, Françoise, à juste titre, c'est complètement faux. Évidemment. Voilà, bien sûr. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe David. La question du soir dans un instant, en marge de ces manifestations de demain. De plus en plus de Français s'inquiètent du potentiel ou des potentielles actions violentes. Oui, bloquons tout. Comme le dit Laurent Nunez, craignez-vous des actions violentes des manifestants? Vous dites encore et toujours oui à 61% sur Twitter. On attend vos réactions au 0826 300 300. Vous êtes commerçant, vous avez peur pour votre bien. Vous allez manifester et vous craignez que ça dégénère. Vous dites non, il faut tout renverser, appelez-nous. Ou alors vous êtes persuadé que vous allez manifester, qu'il ne va rien se passer. On a envie de vous entendre aussi au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bien entendu, pour m'accompagner tous les soirs, avec Françoise Degois ce soir et Jean Dorédo, et vous au 0826 300 300. Nous sommes donc à la veille du 10 septembre, la manifestation blocage, aucune tolérance pour les débordements. C'est ce que a dit ce matin le préfet de police, Laurent Nunez. Philippe. Oui, alors bloquons tout. Comme le dit Laurent Nunez, craignez-vous des actions violentes des manifestants? Vous dites oui à 61%. Venez réagir au 0826 300 300. Seule certitude, la démission du gouvernement ne découragera pas les organisateurs du mouvement Bloquons tout. Quoi qu'il arrive, ils maintiennent leur journée de mobilisation le mercredi 10. Je ne prends pas du tout ces dates à la légère. Cette mobilisation a été depuis confisquée, détournée. Il va mobiliser 80 000 policiers. De quoi a-t-il peur pour qu'on modifie une armée entière face au peuple? Donc ce sera la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, et l'ultra-gauche est ultra-violente. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence. Ne faites rien d'autre que des choses qui soient maîtrisées et calmes, parce qu'ils s'en serviront pendant des heures. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Françoise Degois, on va commencer par vous. C'est toujours très ambivalent, ces veilles de mobilisation, puisque quand on est trop répressif en amont, on reproche au ministère de l'Intérieur, et quand on n'est pas assez répressif, et qu'après il y a eu des débordements, c'est toujours la faute. Donc, la mesure, comment on peut être mesuré dans une telle situation, en fait? Je pense que c'est vraiment la responsabilité des manifestants d'être capables de faire corps. L'idéal demain, ce serait quand même que les gens puissent manifester, dire leur colère, etc. Que ça soit assez massif. Je ne sais pas si ça sera massif, mais en tout cas, que ça soit assez massif et en grande majorité calme. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque parti, vous savez très bien que Emmanuel Macron est dans une situation difficile, très difficile politiquement, et que il ne faut pas donner à Emmanuel Macron le prétexte, finalement, de sortir d'une crise politique pour faire du tout sécuritaire. Vous comprenez que ça, c'est le pain béni pour le président de la République. Il a fait ça avec les Gilets jaunes il a fait ça avec les retraites, etc. C'est vraiment de dire, je me sors du piège, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Sébastien Lecornu n'est toujours pas nommé, parce qu'on attend demain soir, c'est peut-être pour ça, hein, je fais du calcul vraiment dans ma tête, et il ne faut pas donner de prétexte à Emmanuel Macron aujourd'hui, et je mets Laurent Nunez de côté, parce que Laurent, pour se faire battre. Pour le prétexte de sortir de cette crise par une réponse sécuritaire. Il ne
faut pas. Voilà, je le dis aux manifestants, soyez raisonnables, et si vous voyez des black blocs, essayez de les sortir au maximum, vous-même, parce que voilà, ils sont là pour casser. C'est les jumeaux diaboliques, si vous voulez, de la réponse sécuritaire. Non, mais ce qui est terrible, c'est de voir que le mouvement continue alors qu'il n'y a plus de gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne va pas manifester contre un gouvernement qui n'existe plus. Et je permettez de raisonner par l'absurde. Imaginons qu'Emmanuel Macron ait démissionné. Il y aurait une manifestation demain contre un président qui n'existe plus et un gouvernement qui n'existe plus. Ça vous prouve à quel point c'est cocasse. Moi, je ne comprends pas. Alors, je comprends que les gens soient mécontents, cela va de soi. Mais ce qui me gêne, c'est qu'au départ, c'était un mouvement Nicolas qui paie, qui était aux antipodes de ce mouvement, qui a été récupéré par la France insoumise en grande partie, faut-il le rappeler, et certains syndicats, pas tous, certains syndicats. Non, les syndicats ne récupèrent pas. Il y a juste Sudrail, tous les syndicats appellent le 18 septembre à manifester. Oui. Les syndicats ne sont pas dans ce mouvement du 10 septembre, justement parce qu'ils n'arrivent pas à le cerner, vous le savez très bien. Il y a des comptes complotistes, la question, c'est que je me demande comment ça va tourner demain, et je dois avouer que je suis très inquiet. Alors, cela dit, ce que vous venez de dire, Philippe David, est très très juste. C'est un fait quand même que sur l'aspect colère du mouvement, le gouvernement Bayrou a remis sa démission aujourd'hui. Donc, c'est toutes ces histoires de jours de fériés en moins, d'économie dans tous les sens. Là, pour l'instant, ça n'a plus lieu d'être. Donc, on n'est pas à l'abri finalement que la colère se désamorce d'ici demain. Quant aux craintes, évidemment, c'est un fait que nous avons en France quelques sectes d'extrême gauche qui ont la culture de la prise du pouvoir par la violence. C'est théorisé chez eux. L'extrême droite est pareil, c'est-à-dire c'est le principe de non, mais c'est les deux. Dans l'histoire, c'est les mais je veux dire, c'est le principe des minorités agissantes. Voilà, c'est ce que je veux expliquer. Il y a des activistes d'extrême gauche qui, vous avez raison, Françoise. Pour autant, quand on regarde les pires casses qu'a connu la France récemment de la part d'activistes politiques, c'est à l'extrême gauche que ça se passe, c'est pas à l'extrême droite. C'est comme des black blocs venant parfois de l'étranger, très organisés, dont on sent que ce sont vraiment des gens qui sont déterminés à faire le nécessaire. Si un jour une moindre fenêtre s'ouvre, si une moindre occasion se présente, ils sont prêts. Et je crois que il est important que chacune et chacun se rende compte, mesure à quel point la menace d'extrême gauche dans une idée de prise de pouvoir par la violence est réelle dans notre pays. Je voudrais d'abord cesser cette façon de gouverner par la peur, parce que d'abord, je vous le dis, Jean Dorido, dans les black blocs, ça ne sont pas que des gens d'extrême gauche, ce sont souvent des anarchistes. Et le deuxième point, je parlais du principe des minorités agitantes. C'est vrai que le black blocisme qui est né en Allemagne, on va pas refaire l'histoire, etc. En RDA, ils apparaissent pour la première fois. Je m'en souviens, j'étais là, je couvrais comme journaliste. On fait des digressions là. C'est très important. Vraiment à Gênes, ils apparaissent. Mais je redis que les minorités agissantes, ça concerne aussi l'extrême droite. Souvenez-vous des croix de feu qui mettent la France à feu. Attendez. Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit, Philippe David, en disant pourquoi on manifeste alors qu'il n'y a plus de gouvernement. Sauf que ça fait des années que certains ne se sentent pas entendus. Oui. Donc à un moment donné, la mobilisation, que demain il y a un autre Premier ministre ou pas, il faudra du temps aussi pour être entendu. On est bien d'accord. Des années que les gens ne sont pas entendus. Il faut quand même laisser la possibilité aux gens de se révolter. Soit. Alors moi je suis bien évidemment pour le droit de manifester, mais pas du tout pour le droit de casser. Ah bah ça c'est autre chose. Ou de bloquer. Mais tout le monde ne veut pas casser. Mais moi je tiens à rappeler aux gens, il y a quand même une méthode très simple pour être entendu. C'est un dimanche de temps en temps, parfois c'est 2 dimanches de suite, d'aller à son bureau de vote, parce que là, c'est la manière la plus civilisée qu'on ait inventée pour se faire entendre. Voire même de s'engager politiquement. Et quand j'entends certains qui disent oui, mais moi je manifeste, mais je ne vote pas, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Faut déjà aller voter avant d'aller manifester. Et quand on perd, on s'incline. Ça s'appelle la démocratie. Oui, mais si aucun des deux choix vous plaît, c'est compliqué aussi. Vous votez blanc. Ouais. Moi, je suis encore plus sévère que vous. C'est peut-être mon petit côté dictatrice de l'extrême gauche. C'est peut-être mon petit côté trotskiste que je n'ai pas d'ailleurs. Nous y voilà. Je cherche le nom. Allez, 40 secondes. Eh bien, quand même, je serai moi pour le vote obligatoire, mais en compensation, on comptabilise les votes blancs. Voilà. Pour moi, je pense qu'une réforme constitutionnelle comme ça, c'est extraordinaire. Vous êtes obligé d'aller voter, mais en échange, on compte vos votes blancs dans le
résultat. Et si ça dépasse 30%, on annule le résultat. Et ça réglerait un certain nombre de problèmes d'illégitimité supposés ou accusés. Oui, au moins, on sortirait de ça. Merci beaucoup. Tout de suite, allons voir ce qui se passe un petit peu chez nos amis avec la France vue d'ailleurs. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la situation politique française vue du Portugal avec notre invité Philippe. Oui, Rui Cardoso, ancien directeur de l'édition portugaise de Courrier International et de l'hebdomadaire Expresso. Boa noite, mais on va vous dire bonsoir quand vous parlez parfaitement le français, Rui Cardoso. Oui, restez avec nous. D'abord quelques titres. Alors, quelques titres en Europe. On n'a pas pris le Portugal que vous êtes avec nous. 10 Presse en Autriche. Rien ne va plus dans l'Hexagone. Bild en Allemagne. Le mandat de Macron foutu. Il Manifesto en Italie. Dernier tango. La Vanguardia en Espagne. Macron au bord du gouffre. Tagesanzeiger en Suisse. Le roi est presque complètement nu. Et le Corriere della Sera en Italie. Révolution, mauvaise blague. Je peux dire quelque chose. Vous savez que l'Élysée regarde ça quand même avec intérêt parce qu'Emmanuel Macron, il a rendez-vous avec l'histoire le 22 septembre à l'ONU pour la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est un moment clé pour lui et évidemment ces tombereaux de la presse internationale l'affaiblissent terriblement avant de monter à la tribune de l'ONU. Alors oui, Cardoso qui est avec nous, ancien directeur de l'édition portugaise de Courrier International et de l'hebdomadaire Expresso. Bonsoir, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vit une séquence qu'on a déjà vécue il y a pas si longtemps. Quel regard vous portez justement sur la politique ou cette crise française ? Bon, je regarde un peu, je pense des choses. D'abord qu'il y a quelques mois, M. Macron a fait une sorte d'harakiri politique lorsqu'il a décidé de dissoudre le Parlement et forcer des élections avant le temps. Et on a vu où ça a presque mené, c'est-à-dire presque à la prise de pouvoir de Madame Le Pen. Bon, après, on a eu le nouveau Front populaire et les choses sont terminées d'une manière légèrement différente. Mais, quand même, à ce moment-là, il me paraît que M. Macron, c'est quelqu'un qui veut gouverner, aimerait gouverner tout seul, mais qu'il n'y a pas une majorité au Parlement et il n'a pas un programme capable de séduire ou de convaincre les Français. Donc, pour moi, c'est un peu le retour du film de Jean Renoir, c'est-à-dire la grande illusion de Macron. Ça aurait pu être avec De Funès la folie des grandeurs, Rui Cardoso. Une question, quelle est l'image d'Emmanuel Macron au Portugal? Quand il est arrivé en France au pouvoir en 2017, tout le monde disait il est vu à l'étranger comme un président jeune, un peu un Kennedy 50 ans après. La révélation, quelle est son image au Portugal? Et il y a de très forts liens entre la France et Portugal, ne serait-ce que par la communauté franco-portugaise. C'est un peu drôle parce que, à la limite, on voit un peu M. Macron comme on voyait, par exemple, Mikhail Gorbatchev au temps de la perestroïka. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus populaire à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça se passe un peu le même avec Macron. C'est-à-dire, on atteint beaucoup de Macron lorsque vraiment il ira à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, encore faut-il qu'elle se passe à Washington, ou ira-t-elle se passer à Genève à cause de la présence des délégués de l'autorité palestinienne? Ben n'importe, à Genève ou à New York, la question c'est la reconnaissance de l'État palestinien, et de ce point de vue, le rôle de M. Macron est absolument, et de la France bien sûr, est absolument important à cet égard. Oui, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, mais je redis encore que un président de la République dans le deuxième mandat, il est il est obligé de se tourner vers l'international, parce que c'est la malédiction du second mandat, c'est la malédiction de Jacques Chirac, de François Mitterrand. C'est dans le second mandat, parce qu'on s'ennuie, en fait on s'emmerde dans la politique intérieure, on a fait le tour, et donc on se déploie à l'international. Pourtant il se passe des trucs. Hein. Voilà, c'est ça qui est désolant en fait. Il faudrait pas de deuxième mandat, il vaudrait mieux un septennat d'un an, un septennat non renouvelable. La série Netflix. Voilà, et en réalité, j'entends ce que vous dites, mais c'est vrai que cette séquence, Emmanuel Macron est tellement
tellement affaibli par son harakiri, j'ai adoré ce que vous avez dit, eh bien qu'il est en train même de gâcher toutes ses cartes à l'international. Jean Dorido. Oui, non, c'est quand même terrible quoi d'entendre ces titres de la presse étrangère. Je rappelle quand même que la France aujourd'hui, quand elle emprunte de l'argent, elle emprunte à des taux d'intérêt plus élevés que la Grèce, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et nos amis du Portugal. Et il est question d'avoir à nouveau des notes attribuées par ces fameuses agences de notation. Et c'est quand même effrayant cette image de désordre que l'on renvoie à nos voisins. Ça ne sert personne. Ça dessert tout le monde. J'ai une question très courte pour Rui Cardoso qui parle parfaitement le français. Comment dit-on harakiri en portugais? Harakiri. C'est ça. Et nos amitiés au président Rebelo de Sousa de notre part. Ouais, merci. Vous avez vu qu'il va tranquille tout seul, sans officier de sécurité à la plage. Vous avez vu ces images incroyables? Il est incroyable. Moi, j'adore cette liberté de la démocratie portugaise. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Rui Cardoso, ancien directeur de l'édition portugaise du Courrier International et de l'hebdomadaire Expresso. Merci Françoise Degois, merci beaucoup Jean Dorido. Dans un instant, nous allons, Philippe David, parler de l'amour au travail. Voilà. Est-ce que c'est... on ne sait pas. On va voir après effectivement ce qui s'est passé avec le patron de Nestlé. On va se poser la question, est-ce qu'on peut avoir une relation même oui, en tout cas une consentie dans un boulot. Voilà, je perds mes mots parce que c'est regardez-vous deux, ça marche bien quand même depuis des années. C'est un secret. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons